Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de TPMP et de Cyril Hanouna. Alors oui, certains n'aiment pas qu'on parle de lui, qu'on lui fasse de la pub, mais c'est pas de la pub que je fais. J'essaye à un humble niveau de contribuer au fait que de plus en plus de personnes le boycottent. Et pour le boycotter, selon moi, il faut quand même comprendre les réels objectifs de cette émission et du groupe Bolloré Canal dans son ensemble. Donc c'est important de décortiquer le discours nocif qu'on peut voir dans cette émission, sans quoi le boycott n'est qu'un boycott de façade. Il va s'atténuer avec le temps. Ce sera juste un effet de mode. Donc c'est quand même important de savoir où ils veulent en venir réellement pour pouvoir installer un boycott durable. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur Cyril Hanouna qui essaye de draguer sa nouvelle audience d'extrême droite identitaire. On a l'impression qu'il est en campagne électorale. C'est super bizarre. On va commencer par cette première séquence où on a une certaine Andrea qui serait proche de Pierre Palmade et qui aurait été avec lui juste avant le drame. Vous allez voir, il n'y a absolument rien qui ne va dans cette séquence. Vous étiez combien cette soirée, le soir du... On était 4 dans la voiture. 4 dans la voiture, d'accord. Préparez toutes les doses pour vous droguer également? Dès qu'on arrivait sur place, oui, on préparait tout. Et on commençait. Qui a amené la drogue? C'est lui qui payait tout? Oui, c'est lui qui payait tout. Moi, j'ai jamais eu besoin de payer. Il m'a invité pour que je vienne me défoncer avec lui. Mais là, il ne vous payait plus pour des relations sexuelles. Là, c'était... vous étiez... Il payait pour faire des jeux. Bon, il n'y a absolument rien qui va dans cette séquence. On voit très clairement qu'elle est sous substance, que ses réponses sont incohérentes, et je le rappelle quand même qu'elle est liée indirectement au drame qu'a causé Pierre Palmade. Mais on l'invite, on lui pose des questions sur les drogues qu'ils ont pris, on essaye de comprendre quelque part ce qui s'est passé. Et ça contraste beaucoup avec le traitement que peut faire Cyril Hanouna ou TPMP d'autres affaires, comme l'affaire Lola. Cette petite fille qui a été sauvagement assassinée par une personne sous OQTF. Parce qu'apparemment, pour une partie des Français, c'est plus important le fait que Dabiabé soit sous OQTF plutôt que le fait qu'elle ait massacré une enfant. Et donc, il y a quelques jours, il y a le papa de Lola qui est décédé, et donc Cyril Hanouna a décidé d'en parler. Et écoutez les mots qu'il choisit pour parler de Dabiabé. Et Dabiabé, elle doit être certainement en train de nous regarder dans sa cellule. Je vais vous dire, franchement, c'est insupportable. Excusez-moi de vous dire ça, je le dis aux téléspectateurs, je ne sais pas comment ils prennent. Pour moi, c'est insupportable. Je suis désolé. Pour moi, une personne comme ça ne doit plus avoir de divertissement. C'est-à-dire, elle ne doit... alors, je vais peut-être être dur, je suis désolé. Mais moi, elle ne doit même plus pouvoir lire un bouquin, regarder la télé. Je suis désolé. C'est, franchement, quand on repense à la petite Lola, quand on repense à là encore ce qui s'est passé, et on se dit que elle est tranquillement en train de peut-être nous regarder ce soir. Voilà. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'irai même plus loin pour moi. C'est peine de mort pour tous ceux qui touchent aux enfants. Peine de mort. Alors on va me dire non, mais la peine de mort, faut faire attention, faut être civilisé. Pour moi, une civilisation, elle se définit aussi par le fait qu'on n'a aucune tolérance envers ceux qui touchent aux enfants. Ça reste mon avis. Mais quelque part, si c'est valable pour Dabiabé, ça doit être valable aussi pour Pierre Palmade, même si les affaires sont pas forcément comparables. Mais je rappelle quand même que Pierre Palmade, il va laisser des séquelles physiques et psychologiques à toute une famille. Il a tué un enfant dans le ventre de sa mère. Et là, c'est pas une fake news de Meilleur Habib, ça s'est passé, c'est avéré. Et au final, Pierre Palmade, lui, n'aura pas fait un seul jour de garde à vue et il peut continuer à être en liberté. Et ça n'a pas l'air d'émouvoir Cyril Hanouna pour le coup, parce que je vous remettrai l'extrait. Mais Gilles Verdez, quand il disait que pour toutes ces raisons, il pense que Pierre Palmade est protégé, on a Cyril Hanouna et Michel Marie qui lui ont coupé la parole pour dire que c'est absolument impossible. Voilà. Michel, je fais confiance à Michel aussi, et donc Michel me dit... Je pense, connaissant bien les services judiciaires, connaissant bien les services de la police judiciaire, que pour protéger quelqu'un aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Là, on parle des années 80. Autrement dit, Pierre Palmade, le fait qu'il soit en liberté, c'est normal. Mais par contre, Dabiabé, il faut l'envoyer au fond d'un trou. Moi, je serais même allé plus loin avec Dabiabé. Mais avec Pierre Palmade, moi, je le laisse pas en liberté. Il continue à se droguer, etc., etc. Alors pourquoi il est autant investi sur l'affaire Lola, par exemple? Il est beaucoup plus dur, il a des mots beaucoup plus durs que pour l'affaire Pierre Palmade. C'est parce qu'on va pas se mentir, mais l'affaire Lola a été totalement récupérée par l'extrême droite et les identitaires. Très rapidement après sa mort, on a par exemple les charognards comme Éric Zemmour qui ont déposé des noms de domaine au nom de Lola. On a la droite et l'extrême droite qui a utilisé cette affaire pour continuer à dire que les Arabes et les Noirs sont des sauvages et qu'on ne pouvait pas vivre avec eux quelque part. Alors que la famille elle-même avait très rapidement demandé à ce que l'affaire ne soit pas récupérée politiquement.
Mais l'extrême droite en a absolument rien à foutre. Rappelez-vous ce message de cette influenceuse d'extrême droite qui avait demandé aux parents de fermer leur gueule. C'est terrible. Eux, leur seul rôle, c'est de faire leur deuil. Nous, à côté, on s'occupe de récupérer ça, de dénoncer le gouvernement, de dénoncer ceux qui font rien. Eux, ils ont rien à dire en fait. Je crois pas qu'ils étaient particulièrement politisés. Donc je pense pas qu'ils puissent se permettre d'ouvrir leur gueule, d'accord ? Oui, certes, c'est leur fille qui est morte, mais va faire ton deuil. Nous, on s'occupe de protéger vos enfants, parce que c'est pas en votant Macron qu'on va y arriver. Voilà, donc c'est elle apparemment qui va protéger vos enfants. Ces propos, ils sont à vomir. À vomir. Imaginez, vous êtes parent, vous venez de perdre votre enfant, en plus dans des circonstances terribles. Vous avez une ordure comme elle, une petite conne, qui vient vous dire de fermer votre gueule et de les laisser, elle et ses copains dégénérés consanguins, récupérer l'assassinat de votre fille pour nourrir leur idéologie de Gaulmont. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et je sens qu'on va me dire, oui, mais c'est parce que Cyril Hanouna a un cœur, ça le touche particulièrement cette affaire. Non, déjà c'est un serpent vicieux, il n'a pas de cœur. Et deuxièmement, je vous rappelle que la première fois où il a parlé de l'affaire Lola, le lendemain, il a fait la fête sur le plateau parce que ça avait fait un record d'audience. Mais ça, c'était au début. Parce que je pense qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas que cette affaire allait être autant récupérée et utilisée par les identitaires. Maintenant, il le sait, donc il parle de manière appropriée de tout ça. En tout cas, il met plus de force dans son discours par rapport à cette affaire-là parce qu'il s'adresse directement à sa nouvelle audience. Et j'ai remarqué que ce n'était pas la première fois. Il le fait de plus en plus. Il s'adresse directement à sa nouvelle audience, je dirais même son nouvel électorat. Parce qu'on ne va pas se mentir, au final, cette audience, il va juste la diriger vers tel ou tel candidat lors d'élections. C'est tout. Donc son nouvel électorat, c'est pas la première fois qu'il essaye de le draguer comme ça. De plus en plus, il prend la parole pour s'adresser directement à eux. Regardez cette séquence par exemple. Et je vais vous dire, les Français, ils ont juste un truc aujourd'hui en ce moment, c'est qu'ils ont envie qu'on aime la France. C'est le seul truc. Ils ont envie de personnes qui aiment la France. Que ce soit des personnes qui soient issues de l'immigration, Absolument. Que ce soit des personnes qui soient en France et qui soient des Français qui sont là depuis toujours. Mais moi, je vais vous dire, vous savez ce que me disent les gens ? Ils me disent, Cyril, on est fiers de toi parce que tu es tunisien d'origine et on voit que tu aimes la France. Mm-hmm. Donc il y a des personnes qui viennent le voir et qui quelque part lui disent que malgré le fait qu'il soit d'origine tunisienne, il aime quand même la France et ça les rend fiers. Donc qui tient ce genre de propos ? Ce sont clairement les identitaires. Donc il avoue quelque part qu'il rend fiers les identitaires et qu'il est fier de les rendre fiers. Et deuxième chose, ça veut dire qu'au tout début de son propos, quand il parle des Français qui ont besoin de personnes qui aiment la France, il parle des identitaires aussi. Et c'est pas aux identitaires d'imposer aux gens comment aimer la France. Tant que ça reste dans le cadre de la loi, on n'est pas obligé de glorifier Bonaparte, on n'est pas obligé de glorifier De Gaulle pour aimer la France. Et c'est certainement pas aux identitaires et même à personne d'imposer aux gens comment aimer la France. Je veux dire, aujourd'hui, les Français, c'est pas une question de juifs, d'arabes, de noirs, ça n'a rien à voir. Ou de droite-gauche. Exact. Ils en ont marre des fouteurs de merde. C'est ça. Et ils font pas de distinction entre noirs, juifs. Ah, c'est pas ça. C'est pas du racisme anti-juif, anti-noir, anti-arabe. Ils en ont marre des fouteurs de merde. Ils en ont marre des gens qui crachent. Selon vous, c'est qui les fouteurs de merde dont il parle ? On peut voir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que les 3 sujets pour lesquels Cyril Hanouna dérape complètement, c'est Bolloré, l'extrême droite et Israël. Si tu as l'outrecuidance de critiquer un de ces 3 sujets, il dérape complètement. On a 2 exemples parlants avec Louis Boyard qui avait parlé de Bolloré et Karim Zeribi qui avait parlé du 7 octobre. Donc ce sont les personnes qui partagent ces positionnements qui sont les fouteurs de merde. En même temps, il est en train de parler directement à sa nouvelle audience d'extrême droite identitaire. Donc ça fait sens quelque part. Ils en ont marre des gens qui crachent sur la France. Ils en ont marre des gens qui sont à contre-courant de la France et qui jouent contre la France. On a l'impression d'avoir des gens en France et de toutes les origines et de tous les horizons qui jouent contre la France. On a l'impression parfois de jouer un match avec des mecs qui sont dans ton équipe et qui veulent mettre que des buts contre ton camp. Bon, vous aurez bien évidemment reconnu la LFI derrière cette description, mais pas que. Car rappelez-vous, le lancement du boycott, il n'a pas été fait par la LFI. Et pourtant, Cyril Hanouna a bien dit que les personnes qui boycottent sont antisémites, donc des fouteurs de merde. Donc quelque part, vous faites partie des fouteurs de merde. Mais c'est pas le seul sur ce plateau à draguer cette espèce d'audience
d'extrême droite, il y a aussi Géraldine Maillet. Elle va faire un petit tacle au Rassemblement national, elle va critiquer un petit peu Zemmour, mais son propos à 99%, il va se retrouver dans le sillon de l'extrême droite. Avant de vous montrer cette séquence, je voudrais quand même vous rappeler que c'est la même Géraldine Maillet qui, lorsque Karim Benzema avait fait un tweet pour apporter son soutien aux victimes civiles palestiniennes, avait dit que c'était un tweet politique et qu'il avait choisi son camp. Donc des propos qui rejoignaient les propos de Nadine Morano, de Gérald Darmanin et de toute l'extrême droite. Moi, je trouve qu'il a tempéré ses propos. Je le trouve un peu injuste pour le coup et un peu binaire. Parce que d'abord, il dit que d'abord il appartient à une autre génération et qu'effectivement, heureusement qu'il y a eu la libération de la parole des femmes, heureusement qu'aujourd'hui on écoute les femmes. Et ça, je trouve qu'il le dit quand même de manière assez claire avec ses mots à lui d'un homme âgé, malgré tout. Ensuite, il a le droit, il prend pas vraiment la défense de Nicolas Bedos. D'abord, pour l'instant, Nicolas Bedos est prisonnier innocent. Je trouve que juste, il pose une question qui est intéressante. Et nous, finalement, autour de cette table, on pourrait tous se la poser. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a l'enclenchement du tribunal médiatique, en fait, est-ce que la personne doit mourir professionnellement ? Est-ce que, par exemple, Nicolas Bedos, il mérite quoi ? Est-ce qu'il mérite la mort professionnelle ? C'est-à-dire que sa série... Franchement, c'est ridicule. Au bout d'un moment, il va falloir que cette dame, elle assume d'être très, 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 très à droite. C'est-à-dire que quand c'était Kylian Mbappé et Omar Sy qui n'ont pas fait de tweet sur le 7 octobre, elle s'est pas posé la question de est-ce que je suis en train de les tuer professionnellement ? Elle les a massacrés. Alors qu'eux n'ont pas de plainte au cul. Ils ont rien. Mais par contre, quand c'est Nicolas Bedos qui lui a des plaintes au cul et que Pierre Arditi vient à son secours maladroitement, là elle fait preuve de clémence. Il faut faire attention. En tout cas, il faut se poser la question. Est-ce qu'on est en train de les tuer ? Est-ce que c'est juste ? Etc. etc. Quand je vous dis que depuis des années, Géraldine Maillet traite les sujets par rapport à l'origine ethnique et sociale des personnes concernées, on en a encore une fois la preuve. Il a pas pu faire de promo. Il devait faire un autre film. Il a été annulé. Pour une agression présumée et un harcèlement présumé. Je trouve que c'est peut-être violent aussi, quoi. Donc je ne sais pas. Je pense que nous aussi, en tant que femmes, on doit se positionner par rapport à ça. Ou comment aujourd'hui on va punir quelqu'un qui est pour l'instant présumé innocent. Encore une fois, j'ai pas ressenti la même empathie quand il s'agissait des exemples que j'ai cités juste avant. Et à aucun moment elle s'est posé la question de savoir si le fait qu'elle insinue sournoisement qu'il soit pro-Hamas, voire antisémite, allait nuire à leur carrière. À aucun moment elle s'est posé cette question. Et c'est très clairement un positionnement qui plaît aux identitaires. Bon, pour en revenir à Cyril Hanouna dans son opération de séduction de sa nouvelle audience identitaire, il a invité cet agriculteur. Vous me direz, c'est quoi le rapport ? Mais c'est pas n'importe quel agriculteur. On va le présenter comme ça, mais en réalité, c'est pas que ça. Donc on va regarder la séquence et on se retrouve juste après. Merci d'être là parce qu'on va revenir sur cette image qui est incroyable. Plus d'1 million de vues sur cette vidéo. C'est vrai que vous vouliez pas du tout faire le buzz en plus, mais c'est juste votre manière de fendre la foule qui est incroyable. Regardez. On tape pas, on lève les mains. Voilà, donc officiellement, il s'est fait inviter parce qu'il aurait passé un cordon de police sans taper la police et sans que la police ne le tape. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi il ne se fait pas taper par la police, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo dans laquelle j'explique tout. Bref, en réalité, s'il se fait inviter, c'est parce que c'est une des figures de l'extrême droite. Et oui, c'est le copain de Papacito. Alors c'est qui Papacito ? C'est peut-être un des plus gros influenceurs d'extrême droite identitaire. Et pourquoi il est ami avec lui ? C'est parce qu'à la base, Pierre-Guillaume Mercadal, c'est un éleveur de cochons dans la commune de Montjoie. Il aurait été victime d'un Anglais, un richissime qui, avec la complicité du maire, aurait privatisé un chemin de terre menant à ses cochons. Donc ça l'empêche de travailler et ça nique son business en bref. Donc il a fait appel à Papacito pour essayer de médiatiser l'affaire. Chose qu'il a faite, d'ailleurs ils ont eu des ennuis par rapport à ça, ils ont fait de la garde à vue, etc. etc. Mais au-delà de ça, c'est devenu une des figures de l'extrême droite. D'ailleurs sa femme est une influenceuse d'extrême droite. Il est très très ami avec Papacito, d'ailleurs c'est lui-même qui le dit. Bah parce qu'on est très amis et puis parce que c'est quelqu'un qui supporte pas l'injustice et que je remercierai jamais assez parce que par son intermédiaire, il m'a sauvé la vie avec l'aide notamment de toi et de tous les gens qui ont soutenu, qui ont donné, etc. Je lui dois énormément parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai rencontré mon épouse. Il a toute mon amitié. Ce qu'il vit actuellement, c'est un immense scandale. Mais c'est ce qu'il en coûte de s'en prendre aux hautes sphères de la franc-maçonnerie dans notre beau pays. Donc voilà, je l'aime comme un frère et je le remercie. Bon. Voilà, donc Cyril Hanouna, en l'invitant, il sait pertinemment que son audience identitaire va le reconnaître et qu'elle sera satisfaite.
Mais par contre, le spectateur lambda qui n'a pas eu vent de toutes ces histoires va y voir uniquement un agriculteur comme un autre. Et pour conclure, je dirais que Cyril Hanouna, rappelez-vous, il y a quelques années, utilisait beaucoup des mots comme Darka. Il invitait beaucoup de rappeurs, des personnalités qui représentent les quartiers populaires. Il essayait beaucoup de draguer justement les Français issus de l'immigration, mais aussi les quartiers populaires. Et selon moi, le plan, c'était de les ramener tout doucement vers des discours identitaires qui seraient acceptables pour eux. Sauf qu'il est tombé sur un os le 7 octobre. Voyant que toute cette partie de son audience n'accepterait jamais certaines choses, je pense qu'il s'est résolu à accélérer les choses. Vous pouvez le voir depuis le 7 octobre, il a accéléré l'invitation à des personnalités d'extrême droite de plus en plus. En fait, il ne fait que ça. Et le pressing contre la LFI. Donc il calibre toutes ses émissions, tout son propos pour plaire à sa nouvelle audience identitaire, son nouvel électorat, comme j'aime le dire, parce qu'au final, ils ne serviront que à aller voter pour tel ou tel candidat. Voilà. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.